Bonjour à tous, je suis Anne-Charlotte Gonoer. Je suis ravie de vous accueillir pour ce ce webinaire spécial Actualité droit de la construction, qui est désormais un rendez-vous régulier de la revue, animé par Cyril Croix, que je remercie. L'idée de ce webinaire, c'est de faire le point sur l'actualité jurisprudentielle en droit de la construction. Tout au long de la conférence, vous pouvez poser des questions selon la procédure qui est indiquée en slide suivante. Il suffit de cliquer. euh, voilà, merci. Il suffit de cliquer sur la petite flèche orange, saisir votre question et de la valider. Pensez bien à la valider et toutes les questions seront traitées en fin de présentation. Voilà. Eh bien, écoutez, Cyril, je vous laisse la parole. À bientôt. Bonjour à tous. Merci de participer à ce nouveau webinaire consacré à l'actualité du droit de la construction. Ce sera bien évidemment le dernier webinaire avant les congés d'été. On se retrouvera courant novembre pour un prochain webinaire, la date restant encore à définir. Pour l'instant, donc aujourd'hui, je vais couper ma caméra pour des questions de réseau. Ce sera plus simple. Et nous allons pouvoir débuter ce webinaire avec une actualité jurisprudentielle avec 9 décisions que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui, 9 décisions rendues par la Cour de cassation dans le domaine de droit de la construction. La première décision que nous évoquerons aujourd'hui concerne la question de la réception tacite. Alors, c'est un sujet récurrent. Je crois qu'il n'y a pas un webinaire sans décision relative à la réception tacite, puisque, comme je l'indique sur le document, pour rappel, la réception tacite n'est prévue par aucun texte, puisque l'article 1792-6 du Code civil ne prévoit que l'existence de la réception expresse ou de la réception judiciaire. Bien évidemment, la jurisprudence a comblé ce vide en reconnaissant l'existence d'une réception tacite dès les années 80, définissant la réception tacite, caractérisant la réception tacite par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Donc, c'est vraiment ce qui doit caractériser l'existence d'une réception tacite, rechercher s'il existe ou non une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage. A contrario, en cas de volonté non équivoque de ne pas réceptionner l'ouvrage, aucune réception tacite ne peut être retenue. C'est une décision qui a été rendue par la Cour de cassation courant du mois de juillet 2016. Ainsi, pour caractériser l'existence d'une réception tacite, faut-il réunir un faisceau d'indices, à savoir, et je vous ai quelques jurisprudences qui permettent de qualifier l'existence, qui ont permis de qualifier l'existence d'une réception tacite sur la base de ces faisceaux d'indices. Il a notamment été jugé que le paiement du prix par le maître de l'ouvrage, doublé de la prise de possession de l'ouvrage, est considéré par la jurisprudence comme une présomption de volonté d'accepter l'ouvrage. C'est une décision qui a été rendue courant 1994. Il a également été jugé que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement d'une partie substantielle du coût des travaux caractérisaient la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir en son entier, peu important qu'une partie des travaux de finition du premier étage n'ait pas été réceptionnée. Donc toujours la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir ou non l'ouvrage, que ce soit une réception dans son entier ou pas. Il a également été jugé que la prise de possession de l'ouvrage ne suffit pas à établir à elle seule la volonté tacite du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux. C'est une décision récente de janvier 2022 que nous avions abordée dans un précédent webinaire.
Donc, on voit à l'aune de ces décisions qu'il existe une réelle complexité pour qualifier la volonté non équivoque d'un maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Cette complexité est également aggravée par la question de savoir si l'achèvement de l'ouvrage est une condition de la réception tacite. Pour la Cour de cassation, la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation par le juge que cet immeuble soit habitable, une décision de 2024. Donc l'habitabilité n'est pas nécessairement une condition pour retenir l'existence d'une réception tacite. Cette décision était fondée sur le principe qu'un ouvrage non achevé peut être réceptionné tacitement dès lors que caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux en l'état où ils se trouvaient à la suite d'un abandon de chantier, une décision de la Cour de cassation du 11 février 1998. La décision du 20 mars 2025, donc évoquée dans ce webinaire, confirme la position de la Cour de cassation dans l'hypothèse d'un abandon de chantier. En effet, la Cour de cassation a infirmé la décision d'une cour d'appel, la Cour de cassation jugeant que la Cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, se borner à énoncer que la preuve de la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage n'était pas rapportée sans s'expliquer sur la question de la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux qui étaient invoqués. La Cour de cassation poursuit en indiquant, en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si la prise de possession des ouvrages et le paiement du montant des travaux réalisés ne laissaient pas présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage en l'état. La conclusion de cette décision du 20 mars 2025, l'achèvement des travaux n'est toujours pas une condition nécessaire à l'existence d'une réception tacite. La Cour de cassation confirme sa position qui est celle de l'existence, la question de savoir s'il existe ou non une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. C'est la seule question que doivent se poser les juridictions, la question de l'achèvement n'étant pas une condition nécessaire à la qualification d'une réception tacite. On voit bien que les jurisprudences sont nombreuses, comme je vous l'ai indiqué, d'où la nécessité peut-être pour les législateurs de reconnaître enfin la question, l'existence légale de cette réception tacite avec une définition qui, quoi qu'il en soit, sera toujours difficile à caractériser dans les faits. Mais aujourd'hui, la position de la Cour de cassation demeure inchangée. Seule est nécessaire la caractérisation de l'existence ou non d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, qu'il soit achevé ou pas. Nous aborderons ensuite une question, un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mars 2025, qui porte le numéro 23-1893, qui concerne l'assurance dommage ouvrage et la portée de sa garantie. Je vous ai rappelé les articles relatifs à l'assurance dommage ouvrage, à savoir les articles L242-1 et L242-2 du Code des assurances, et les clauses types qui, il faut toujours le rappeler, sont des clauses d'ordre public auxquelles il ne peut nullement être dérogé, qui sont prévues à l'annexe 2 à l'article A243-1 du Code des assurances. Donc, en application de cet article, la garantie dommage ouvrage a donc pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé, ainsi qu'aux ouvrages existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles. C'est donc la définition qui est faite par l'annexe 2 à l'article A243-1 du Code des assurances. La garantie couvre donc les dommages de nature décennale qui compromettent la solidité des ouvrages ou qui les affectent dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination, ou les désordres qui affectent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert au sens de 1792-2 du Code civil. La portée et l'objet de la garantie dommage ouvrage portent sur uniquement
les travaux de réparation des dommages, mais l'article A243-1 du Code des assurances précise que, outre les travaux de réparation des dommages en eux-mêmes, la garantie dommage-ouvrage comprend également le coût des travaux de démolition, le coût des travaux de déblaiement, de dépose ou de démontage de l'ouvrage éventuellement nécessaires afin de procéder à la réparation. Donc, outre les travaux de réparation eux-mêmes, les textes prévoient des frais également annexes qui sont nécessaires et qui doivent être garantis par l'assureur dommage-ouvrage. Il résulte donc de ces dispositions que l'assureur DO est également tenu des dépenses qui correspondent à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont été précédemment été engagées par l'assuré lui-même au titre des mesures conservatoires, tout ce qui peut être étaiement, les mesures de sauvegarde nécessaires à la non-aggravation des dommages uniquement. La question posée par cette décision était de savoir si les frais de gardiennage pouvaient être considérés comme un coût nécessaire à la reprise de l'ouvrage. La Cour d'appel de Riom, qui avait été saisie, avait condamné l'assureur dommage-ouvrage à payer des prestations d'agent de sécurité pendant la durée du chantier de reprise, en retenant que ces frais de gardiennage étaient des frais nécessaires et indissociables des travaux de reprise. L'assureur dommage-ouvrage s'est pourvu devant la Cour de cassation et la Cour de cassation s'est prononcée en faisant référence aux articles évoqués tout à l'heure, L242-1 et à l'annexe 2 de l'article A243-1 du Code des assurances. La Cour de cassation a donc invalidé le raisonnement de la Cour d'appel de Riom, jugeant que le contrat d'assurance dommage-ouvrage ne garantit, au-delà du paiement des travaux de réparation des dommages, que le paiement des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. C'est-à-dire que la Cour de cassation applique strictement le texte et exclut donc de la garantie d'assureur dommage-ouvrage les frais de prestations supplémentaires d'agents de sécurité qui ne font pas partie de ceux qui sont garantis de manière obligatoire par l'assurance dommage-ouvrage. Donc les frais de gardiennage restent donc dans cette hypothèse à la charge du maître de l'ouvrage. Une autre décision relative à l'assurance dommage-ouvrage rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2025 sous le numéro 23 16 055. Une décision importante qui a été relevée par le milieu des droits de la construction, la question de la position de garantie de l'assureur dommage-ouvrage et la possibilité ou non pour lui de revenir sur sa position. Pour rappel, donc, je vous ai indiqué que l'assureur dommage-ouvrage, selon l'article L242-1 du Code des assurances, avait un délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre pour se positionner sur le principe même de sa garantie. Non pas sur le montant, mais 60 jours pour indiquer s'il entend garantir ou s'il n'entend pas garantir. Et lorsqu'il a pris une position de garantie, il doit, dans le délai de 90 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, se prononcer, indiquer le montant de son indemnité. Donc, c'est 90 jours ou 135 jours à titre exceptionnel à la demande de l'assureur lorsque le dossier est relativement complexe. Donc, deux délais impératifs, 60 jours pour prendre position, 90 jours pour faire une offre d'indemnité. En cas de non-respect de l'un de ces délais, l'application des sanctions d'ordre public, perte pour l'assureur de la possibilité de contester sa garantie, l'assuré peut engager les dépenses nécessaires aux travaux de reprise et l'indemnité versée par l'assureur est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal. Lorsque l'assureur DO prend une position de garantie dans le délai imparti de 60 jours, la question posée par cet arrêt est de savoir si sa position est irrévocable ou non. Je vous ai indiqué le contexte de cette décision, le contexte étant le suivant. À la suite de la construction d'une villa
le maître d'ouvrage a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage dénonçant plusieurs types de désordres. L'assureur dommage-ouvrage a respecté le délai de 60 jours qui lui était imposé et a refusé sa garantie pour une partie des désordres déclarés et a reconnu l'application de sa garantie pour certains désordres dont il reconnaissait de fait le caractère décennal. Le maître d'ouvrage s'est estimé insatisfait de la position partielle qui lui a été faite par l'assureur dommage-ouvrage et dans ces conditions-là, diligenté, comme il en a la possibilité, une expertise judiciaire sur l'ensemble des désordres qui ont été déclarés. Il s'est avéré qu'à l'issue des opérations d'expertise, l'expert judiciaire a, quant à lui, estimé qu'aucun des désordres qui est objet de sa mission n'était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, y compris les désordres pour lesquels l'assureur dommage-ouvrage avait pourtant pris une position de garantie. Bien évidemment, il y a une procédure au fond, au cours de laquelle le maître d'ouvrage a bien évidemment sollicité l'indemnisation des désordres qui ne relevaient finalement pas de la garantie décennale comme l'avait relevé l'expert, mais pour lesquels l'assureur dommage-ouvrage lui avait initialement fait part d'une position de garantie dans le délai imparti. La Cour d'appel n'a pas suivi le maître d'ouvrage et a estimé que même si l'assureur dommage-ouvrage s'était prononcé dans le délai de 60 jours pour une prise en charge des désordres, dès lors que l'expertise avait révélé que les désordres n'étaient pas de nature décennale, la condamnation de l'assureur dommage-ouvrage au titre de ces désordres n'était pas recevable. En gros, la cour d'appel disait finalement l'assureur dommage-ouvrage qui s'est trompé, qui a pris une position de garantie, peut, dans le cas d'une procédure au fond, revenir sur sa position de garantie et contester le caractère décennal des désordres. La Cour de cassation n'est pas allée dans le même sens que la Cour d'appel, toujours sur les mêmes articles, et a rappelé que l'assureur dommage-ouvrage a un délai de 60 jours maximal pour se prononcer sur le principe même de la garantie, et que dans l'hypothèse où il a reconnu l'application de ces garanties, l'assuré peut obtenir de plein droit une indemnité partielle permettant d'engager les travaux. En conséquence, et c'est la conclusion de la Cour de cassation, l'assureur dommage-ouvrage qui a accepté dans le délai imparti l'application de ces garanties n'est plus fondé à contester le caractère décennal des désordres. La position de l'assureur dommage-ouvrage est donc, dans cette hypothèse-là, irrévocable et il doit indemniser son assuré, peu importe que postérieurement à cette position de principe, le désordre se révèle finalement ne pas être de gravité décennale. Donc une décision relativement importante concernant l'application des garanties dommage-ouvrage et l'impossibilité pour l'assureur de revenir en arrière lorsqu'il a fait part d'une position de garantie dans le délai imparti. Je conclurai par une décision assez intéressante et assez rare et qui intéressera beaucoup de praticiens et qui concerne des questions qui se posent assez régulièrement, à savoir, peut-on engager la responsabilité d'un expert judiciaire postérieurement au dépôt de son rapport? Donc, c'est une décision rendue par la Cour de cassation le 19 mars 2025 qui porte le numéro 23 17 696. La question était donc de savoir si l'expert judiciaire désigné sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile peut voir sa responsabilité engagée par un demandeur à l'expertise au motif que celui-ci aurait commis une faute dans l'exercice de sa mission. La Cour de cassation s'est prononcée en faveur de la responsabilité de l'expert judiciaire en validant le raisonnement de la Cour d'appel qui avait retenu cette possibilité. La Cour d'appel avait effectivement jugé, et ce point est confirmé par la Cour de cassation, que la juridiction saisie de l'action en garantie décennale avait rejeté la demande de Madame X, qui était maître d'ouvrage et demanderesse, en l'absence de preuves d'un dommage qui porterait atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination dans le délai de 10 ans, et retenu que cette situation résultait pour partie du caractère hypothétique et imprécis des conclusions de l'expert, non étayées par des investigations sur la cause des désordres,
Donc, la Cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise, que celui-ci, donc que l'expert judiciaire, avait commis une faute ayant fait perdre au maître d'ouvrage une chance d'obtenir gain de cause en justice souverainement évaluée à 40%. C'est-à-dire que pour la Cour de cassation, la Cour d'appel confirmée par la Cour de cassation, un rapport léger qui ne fait pas état d'investigation suffisante, qui demeure hypothétique, imprécis sur les causes, sur les origines des désordres, sur les responsabilités éventuelles des constructeurs. Eh bien, dans cette hypothèse-là, la haute juridiction considère que l'expert n'a manifestement pas rempli sa mission et ne permet donc pas au maître de l'ouvrage de pouvoir engager la responsabilité des constructeurs dès lors que son rapport est totalement imprécis. Je relève que cette part de responsabilité à hauteur de 40% retenue par la Cour d'appel et validée par la Cour de cassation est un pourcentage relativement important et donc une décision qui intéressera au premier chef les experts judiciaires, mais également les conseils des demandeurs aux opérations d'expertise lorsqu'un rapport est totalement imprécis, la possibilité pour les demandeurs d'engager la responsabilité de l'expert judiciaire. Bien évidemment, c'est une responsabilité délictuelle puisqu'il n'y a pas de lien juridique contractuel entre le maître d'ouvrage et l'expert judiciaire, donc une responsabilité délictuelle qui nécessite de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice, donc la perte là en l'espèce d'une possibilité d'obtenir gain de cause, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, donc une démonstration, mais un rapport sans investigation permet, à mon sens, de manière relativement aisée, de démontrer une responsabilité délictuelle d'un expert judiciaire. Donc une décision importante qui sera, je pense, mise en avant dans certaines opérations d'expertise. Voilà, pour cette décision du 19 mars 2025 sur la responsabilité d'un expert judiciaire. Des décisions avaient été rendues sur la responsabilité d'experts, mais concernant les experts dommages-ouvrages qui n'avaient pas fait suffisamment d'investigation, là, en l'espèce, c'est l'expert judiciaire, donc qui peut être finalement appelé à une procédure au fond à côté des constructeurs et de leurs assureurs en cas de rapport insuffisant. Je poursuis en abordant cette fois-ci la question de la sous-traitance et des garanties de paiement. Une décision rendue par la Cour de cassation le 30 avril 2025 et qui porte le numéro 23 19 086. Je vous ai rappelé donc les dispositions fondamentales de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, selon laquelle la sous-traitance, on va passer rapidement là-dessus, l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de toute ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie d'un marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Possibilité de sous-traiter la totalité d'un marché privé, impossibilité de sous-traiter la totalité d'un marché public. C'est ce que rappelle aussi cet article 1 de la loi du 31 décembre 1975. Cette loi est bien évidemment très protectrice des sous-traitants qui impose des obligations importantes à l'entrepreneur afin que le sous-traitant puisse être garanti du paiement de ses travaux. L'article 3 dispose quant à lui que l'entrepreneur qui entend sous-traiter, qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. Cet article 3 nous dit que donc l'agrément doit être fait normalement au moment de la conclusion du sous-traité. Enfin, l'article 14 dispose quant à lui qu'à peine de nullité du contrat de sous-traitance, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant doivent être garantis soit par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur auprès d'un établissement qualifié, soit par une délégation de paiement des sommes dues par le maître de l'ouvrage au profit du sous-traitant à concurrence du montant des prestations exécutées. La problématique qui est abordée par cette décision est le fait que le texte de l'article 14 de la loi de 1975 ne précise pas à quel moment la question de la caution, à quel moment la caution doit être produite.
La position de la Cour de cassation est finalement établie depuis quelques années. La Cour de cassation a jugé que le sous-traité, le contrat de sous-traitance est nul du fait de l'absence de fourniture et de cautionnement lors de la conclusion du marché. Et l'action en nullité peut encore être exercée même si le sous-traitant a achevé les travaux et reçu l'intégralité des sommes contractuellement dues. C'est une décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en 2005. Donc, il résulte de cette décision que le contrat de sous-traitance est nul. L'une des parties peut se prévaloir de la nullité, le sous-traitant peut se prévaloir de la nullité du contrat de sous-traitance si le cautionnement ou la garantie n'a pas été fourni lors de la conclusion du marché. Donc, c'est assez sévère et donc toujours dans un intérêt protecteur du sous-traitant. La Cour de cassation a également jugé qu'à peine de nullité du contrat de sous-traitance, l'entrepreneur principal doit fournir la caution personnelle et solidaire d'un établissement avant la conclusion du sous-traité et si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci. Donc toujours dans le même sens, même une production de garantie avant la conclusion du marché si le sous-traitant a commencé l'exécution des travaux. Donc, en conséquence, il résulte de ces deux décisions-là, notamment, que la garantie doit être produite au moment de la signature du contrat de sous-traitance à peine de nullité du contrat. Il s'avère que dans les faits, cette garantie-là n'est pas toujours produite concomitamment à la signature du contrat. La question s'est donc posée s'il était possible d'aménager contractuellement ce principe. De dire en fait que entre les parties conviendrait de produire une production de garantie postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance. C'est la question qui a été abordée dans cette décision. En l'espèce, je vous ai rappelé les points essentiels chronologiques de la décision commentée. Une conclusion d'un contrat de sous-traitance le 24 octobre 2017. Ce contrat de sous-traitance prévoyait une condition que le contrat de sous-traitance ne deviendrait valable qu'après agrément du sous-traitant et acceptation des conditions de paiement par le maître de l'ouvrage. L'agrément et la délégation de paiement ont été obtenus le 3 avril 2018. Il s'est avéré un contentieux relatif au décompte entre les parties. Dans ces conditions-là, le sous-traitant s'est décidé à engager une action en nullité du contrat de sous-traitance en estimant que, en l'absence de contrat de garantie lors de la signature du contrat, le contrat devait être qualifié de nul. La Cour de cassation a jugé sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du Code civil relatif à la liberté contractuelle que les parties peuvent valablement prévoir que la formation ou la prise d'effet du contrat de sous-traitance est différée jusqu'à l'agrément et à l'acceptation des conditions de paiement. En conséquence, la production de la garantie peut être reportée à une date différée, postérieure à la signature du contrat. La nullité est écartée si est fournie à la date fixée la garantie de paiement, à la condition toutefois que le sous-traitant n'ait pas commencé les travaux avant cette production. En effet, si le sous-traitant intervient avant d'être garanti, la nullité est automatique. Donc une décision importante pour les sous-traitants, possibilité d'aménagement de la garantie, de la date de fourniture de la garantie due par l'entrepreneur, mais impossibilité pour le sous-traitant de débuter les travaux avant la production de cette garantie. Une décision rendue par la Cour de cassation le 30 avril 2025 concernant cette fois les sanctions du défaut d'assurance obligatoire. On sait que les constructeurs sont au terme de l'article du Code des assurances obligés de produire une attestation garantissant leur responsabilité décennale lorsque leur responsabilité est susceptible d'être engagée sur la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil. Donc, ils doivent pouvoir justifier de cette attestation auprès du maître de l'ouvrage. L'alinéa 2 de l'article L241-1 du Code des assurances dispose que les personnes dont la responsabilité décennale est susceptible d'être engagée doivent, à l'ouverture de tout chantier,
justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. La question soumise à la Cour de cassation était de se prononcer sur la conséquence en cas de défaut de présentation de l'attestation d'assurance à la date de l'ouverture de chantier. Le contexte est le suivant. Un maître d'ouvrage a confié par devis du 4 mars 2020 à la société X des travaux de rénovation d'un bâtiment. Invoquant l'absence de justification par l'entreprise de la souscription d'une assurance décennale couvrant l'ensemble de ses activités, le maître d'ouvrage a, par lettre du 22 septembre 2020, résilié le contrat. La société donc a contesté la résiliation et s'est prévalue d'une rupture abusive des relations contractuelles et a donc assigné le maître d'ouvrage en paiement d'un acompte et de diverses indemnités. La Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d'appel, laquelle avait jugé qu'en application de l'article L241-1 du Code des assurances, la justification par un constructeur à l'ouverture du chantier de la souscription d'une assurance décennale était une obligation d'ordre public à laquelle on ne peut déroger. Le défaut de production au moment de l'ouverture du chantier constitue donc un manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat au tort exclusif du titulaire de l'entreprise par application des articles 1224 du Code civil, et peu importe que les parties se soient rapprochées pour trouver un accord, l'attestation ayant été fournie bien après la date d'ouverture du chantier. En effet, en l'espèce, le maître d'ouvrage avait été relativement agréable avec son entreprise en lui disant « Écoutez, on vous laisse un délai pour produire cette attestation couvrant la totalité de vos activités, parce que en l'espèce, il avait produit des attestations mais qui ne couvraient pas la totalité des activités exercées. Donc, le maître d'ouvrage avait accepté un délai pour la production de la totalité des attestations. Ce délai n'ayant pas été respecté, le maître d'ouvrage a fait valoir la nullité du contrat et a, par simple courrier, estimé qu'une résolution était envisageable. Cette résolution a été confirmée par la Cour de cassation au motif que l'attestation doit bien être produite au moment de l'ouverture du chantier et non pas postérieurement. Donc, une décision très, très importante pour les entrepreneurs, à savoir qu'à défaut de produire cette attestation, cela constitue un manquement d'une gravité suffisante qui peut justifier la résolution de leur contrat. Une décision rendue le 7 mai 2025 concernant l'interruption de la forclusion décennale. Je dis bien forclusion puisque nous avons abordé dans les précédents webinaires la question de savoir si la garantie décennale était soumise à la prescription ou à la forclusion. La position de la Cour de cassation est désormais bien arrêtée. Il s'agit bien d'une forclusion et non pas d'une prescription. Donc, le principe, c'est que l'assignation en référé expertise interrompt le délai de forclusion décennale. C'est une décision rendue le 10 juin 2021. Donc, pour être interruptif de prescription ou de forclusion, mais 2019, on parlait bien de prescription et non pas de forclusion, puisque la question de la forclusion est postérieure à 2019, mais à l'époque, mais les effets sont les mêmes. Pour être interruptif de prescription, une demande en justice donc doit être dirigée contre celui contre lequel on veut empêcher la prescription. L'assignation en référé aux fins d'extension d'émission n'a pas d'effet à l'égard de tous. En effet, l'effet interruptif de l'action en justice ne vaut que pour son auteur, mais ne peut pas bénéficier à un tiers qui chercherait à se prévaloir d'une interruption de prescription faite par une autre partie. Et enfin, l'effet interruptif de l'assignation est bien évidemment limité au seul des ordres qui sont mentionnés dans l'assignation, une décision que nous avions également commentée dans un webinaire précédent, une décision du 8 février 2023 rendue sous le numéro 21 14 708. Quels sont les effets de l'interruption? Alors, je vous ai cité une décision que nous avions également vue en juin 2024, un principe très important de la Cour de cassation, qu'elle reprend dans la décision que je commente. Donc, la Cour de cassation reprend mot pour mot ce qu'elle avait jugé dans cette décision. Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est en quelque sorte virtuellement comprise dans la première. Cette question de virtuellement comprise dans la première est
les termes exacts de la Cour de cassation. En conséquence, ce sera plus simple pour comprendre cette décision-là, en matière de copropriété et de réclamation de dommages qui affectent soit les parties communes ou les parties privatives. Ce principe-là s'applique effectivement à ces questions-là. Il a notamment été jugé que l'interruption du délai résultant de la demande formée par des copropriétaires qui agissent à titre individuel au titre de leur partie privative, ne s'étend pas aux actions ultérieures exercées par le syndicat des copropriétaires qui concerne, là, dans cette hypothèse-là, les parties communes. En revanche, si le vice affectant les parties communes et celui affectant les parties privatives sont indivisibles, la demande d'un copropriétaire dans le délai de garantie décennale est interruptive au profit du syndicat des copropriétaires, puisque les deux actions tendent à un seul et même but, à savoir les parties privatives et les parties communes. En l'espèce, la Cour d'appel qui avait été saisie de cette question-là, d'une action avec une SCI et d'autres copropriétaires, la Cour d'appel avait jugé forclose, et non pas prescrite, mais bien forclose l'action d'une SCI au motif que celle-ci n'était pas partie à la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires, ayant conduit à la reconnaissance de la responsabilité des entreprises et à la garantie de leurs assureurs par un jugement et par arrêt de cour d'appel, de sorte que les décisions n'étaient pas opposables à la SCI et n'ont pas produit d'effets interruptifs à son égard. Donc la cour d'appel avait rejeté la demande de la SCI qui avait tenté finalement de se greffer à l'action qui avait été initiée par le syndicat des copropriétaires pour également solliciter la garantie des constructeurs. Donc la cour d'appel avait rejeté cette tentative de se greffer. La Cour de cassation a sanctionné la Cour d'appel pour ne pas avoir recherché si les dommages dont la SCI sollicitait la réparation ne trouvaient pas leur origine dans les mêmes désordres que ceux ayant affecté les parties communes pour la réparation desquels le syndicat des copropriétaires avait agi en justice. Donc dans cette hypothèse-là, la Cour de cassation a renvoyé cette affaire-là devant la Cour d'appel et la Cour d'appel devra juger, savoir si les désordres dont la SCI demande l'indemnisation peuvent être identifiés ou avoir pour même origine ceux dont l'indemnisation était sollicitée par les syndicats des copropriétaires. Et dans cette hypothèse-là, la SCI pourrait bénéficier de l'interruption qui avait été initialement introduite par le syndicat des copropriétaires. Donc la conclusion, lorsque deux actions tendent au même but, l'interruption de la prescription de l'une peut s'étendre à l'autre. Donc lorsqu'on est soumis à une question de forclusion, il faut bien rechercher, voir s'il n'y aurait pas une autre action qui tendrait au même but pour les mêmes désordres et qui serait incluse dans la première action. Donc une décision également importante qui permet de bénéficier de l'effet interruptif d'une action introduite par une autre partie. Voilà, j'avais sauté une slide. Une huitième décision rendue toujours par la Cour de cassation le 5 juin 2025 sous le numéro 23-20-379 et qui concerne la question du délai décennal et de l'impropriété à la destination concernant les désordres futurs. Pour rappel, en cas de désordre futur, pour que la garantie décennale s'applique, donc, il faut deux conditions. Il faut bien évidemment avoir interrompu le délai de forclusion par le biais d'une assignation et que le désordre se manifeste obligatoirement et de manière certaine dans le délai décennal. Donc, un désordre futur peut être indemnisé à la condition qu'il se produise de manière certaine dans le délai de garantie. Donc là-dessus, c'est vraiment l'exégèse de l'expert judiciaire qui doit donner une date à laquelle le dommage va exister, va se révéler, et il doit dire si c'est dans le délai de garantie ou au-delà du délai de garantie, ce qui pose manifestement des problèmes. Mais en tout cas, la Cour de cassation dit oui, un désordre futur peut être indemnisé à la condition qu'il se révèle de manière certaine dans le délai de garantie décennale. Une décision de 2021. Le délai décennal étant un délai d'épreuve
La responsabilité pesant de plein droit sur les constructeurs n'a lieu que pour les dommages dont il est établi qu'ils ont atteint avant son expiration le degré de gravité décennale, donc une autre décision, cette fois de 2023. Et la Cour de cassation est très ferme là-dessus. Il ne peut en aucun cas être dérogé à ce principe au motif que la cause des désordres a été identifiée à l'intérieur du délai décennal. Donc, si la cause est identifiée dans le délai de garantie décennale, peu importe, ce qu'il faut savoir, c'est savoir si le désordre va se révéler ou non dans le délai de garantie ou pas. Si le désordre se révélera dans le délai de garantie, oui, cela relève des garanties décennales, de la garantie décennale. Si il n'y a pas de précision ou si ça interviendra postérieurement, les désordres ne relèvent pas des garanties décennales. Donc l'identification de la cause n'est pas suffisante. En l'espèce, je vous ai cité la décision de la Cour d'appel qui est la suivante. Selon les conclusions de l'expert judiciaire, les désordres qui se manifestent par des micro-fissures de carrelage ne créent pas de désaffleurement significatif et ne nuisent pas à la solidité de l'immeuble, mais sont de nature à le rendre impropre à sa destination, car la fissure du carrelage risque de s'accentuer et rendre impraticable l'ensemble des sols des appartements. Ça, c'était ce qu'indiquait l'expert judiciaire dans son rapport. Aujourd'hui, ce n'est pas de nature décennale, mais ça risque de s'accentuer. En se basant donc sur les conclusions du rapport d'expertise, la Cour d'appel avait jugé que le carrelage étant affecté de fissures pour certaines désaffleurantes qui s'aggraveront, les désordres qui affectent l'ensemble des logements de la copropriété rendent l'ouvrage impropre à sa destination. La Cour d'appel avait donc dit oui, désordre de nature décennale, car il est sûr que les désordres vont s'aggraver. Au regard de ce que je vous ai dit précédemment, bien évidemment, la Cour de cassation n'a pas eu d'autre solution que d'infirmer la décision rendue par la Cour d'appel. La Cour de cassation a sanctionné la Cour, qui n'a pas recherché si les désordres affectant le carrelage avaient rendu l'ouvrage impropre à sa destination avant l'expiration du délai d'épreuve, alors que le rapport de l'expert sur lequel elle se fondait exclusivement n'avait pas constaté cette gravité à la date de son dépôt, 1 an avant l'expiration du délai. Donc voilà, une décision qui confirme la possibilité de voir les dommages futurs indemnisés, toujours aux mêmes conditions, que ceux-ci apparaissent de manière certaine dans le délai de garantie. Et ce n'est pas parce qu'un expert judiciaire écrit dans son rapport que les désordres vont s'aggraver de manière certaine que les désordres relèvent de la garantie décennale. C'est également une décision très importante parce qu'il est fréquent de voir dans les rapports d'expertise une telle formulation, les désordres à terme s'aggraveront et rendront l'ouvrage impropre à sa destination. Si l'expert n'indique pas de manière précise que les désordres se révéleront dans le délai de garantie ou pas, cela ne peut pas relever des garanties décennales. Je vous ai fait une précision, la position que je viens de vous évoquer est différente devant les juridictions administratives. En effet, pour le Conseil d'État, la garantie décennale des constructeurs s'applique aux dommages de nature décennale survenus dans le délai décennal, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de 10 ans. Donc ainsi, pour les juges administratifs, la garantie décennale s'applique si les dommages à venir doivent être de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Ça, c'est pareil que devant les juridictions judiciaires. Mais pour les juridictions administratives, les désordres doivent intervenir dans un délai prévisible. C'est-à-dire que là, on ne parle plus de délai d'intervention dans le délai de garantie, mais pour les juridictions administratives, les désordres peuvent relever des garanties décennales s'il est certain que les désordres se révéleront dans un délai prévisible, même au-delà du délai de garantie, mais dont la cause est identifiée pendant le délai de garantie. Donc une nuance entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives qu'il faut avoir en tête selon la juridiction devant laquelle un contentieux est introduit. Enfin, je terminerai un peu dans le même état d'esprit, la question de la garantie décennale et de l'existence ou non du désordre. Une décision rendue le 26 juin 2025 par la Cour de cassation sous le numéro 23-18-306. Donc, je vous ai repris un petit peu ce qu'on a évoqué, à savoir que la Cour de cassation juge qu'un risque constaté dans un délai d'épreuve permet de caractériser la propriété à sa destination, à condition qu'il s'agisse d'un risque certain
d'atteinte à la solidité ou à la sécurité des occupants. Donc, un désordre futur, comme on l'a dit, est indemnisable à condition qu'il intervienne dans le délai de garantie, mais qu'il intervienne également de manière certaine. Un risque hypothétique ne relève pas des garanties décennales. Pour qu'un simple risque soit qualifié de désordre de nature décennale, celui-ci doit donc avoir été dénoncé dans le délai de garantie et intervenir de manière certaine dans ce même délai. Il y a une seule exception, et on l'avait également vu dans un webinaire précédent, je vois que ça date déjà de 2022, à savoir qu'un risque peut relever des garanties décennales pour la Cour de cassation, même s'il n'est pas démontré qu'il se manifestera de manière certaine dans le délai de garantie. La Cour de cassation avait jugé dans cette décision que l'existence d'un risque sanitaire lié à l'existence d'odeurs nauséabondes pouvait constituer un désordre de nature décennale, même s'il n'était pas démontré qu'il interviendra de manière certaine dans le délai de garantie. Donc tout ce qui est risque sanitaire, risque pour la sécurité des personnes, à terme, peut relever effectivement des garanties. C'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Ainsi, donc, le risque sanitaire qui n'est que potentiel et donc non certain dans le délai de garantie décennale relève cependant des garanties légales des constructeurs. En l'espèce, un maître d'ouvrage avait fait construire un pavillon qui s'est avéré soumis à des risques d'inondation en raison d'une erreur d'implantation altimétrique, et le maître de l'ouvrage faisait également valoir un risque d'injonction administrative d'avoir à démolir son ouvrage en raison de cette erreur d'implantation altimétrique qui soumettait le bâtiment au risque d'inondation. La Cour de cassation a confirmé la Cour d'appel et a jugé que dès lors que le maître de l'ouvrage ne démontrait pas avoir subi des inondations avant l'expiration du délai d'épreuve, ni fait l'objet d'une injonction de l'administration aux fins de démolition d'une mise en conformité, le caractère décennal n'était pas suffisamment démontré et a rejeté la demande d'indemnisation. En conséquence, confirmation du principe selon lequel le risque consistant en un désordre futur, mais uniquement hypothétique, ne relève pas de la garantie décennale, à l'exception toutefois, comme je vous l'ai dit précédemment, des risques sanitaires qui peuvent relever de cette garantie. J'en ai terminé des décisions rendues par la Cour de cassation. Je vous ai rajouté une actualité réglementaire qui intéressera beaucoup de parties, je pense, à savoir le décret qui a 3 jours, qui date du 8 juillet 2025, décret numéro 2025-619, qui porte diverses mesures de simplification de la procédure civile. Quand on parle de simplification, ce n'est pas toujours le cas, mais en l'espèce, il y a quelque chose qui va être importante pour tous les praticiens, c'est la modification par ce décret-là de l'article 145 du Code de procédure civile. L'article 145, je vous le rappelle, c'est celui qui permet aux demandeurs de solliciter une mesure d'expertise judiciaire. L'article 145 dispose que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est au choix du demandeur celle susceptible de connaître l'affaire au fond, ou s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Et c'est le deuxième alinéa qui nous intéresse. Par dérogation au deuxième alinéa, c'est le troisième alinéa, pardon, qui nous intéresse. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Et ça, c'est un point très, très important puisque il est très fréquent de ce qu'on appelait faire du tourisme judiciaire, c'est-à-dire lorsqu'un immeuble, un immeuble était situé dans une juridiction lointaine, il était fréquent que l'avocat des demandeurs retrouve dans la liste des défendeurs notamment et très fréquemment un assureur dont le siège social est soit à Paris, soit dans les Hauts-de-Seine, et se rattache à ce siège social-là pour pouvoir assigner soit devant Paris, soit devant Nanterre, lorsque c'était le cas 92-75, et cela même si l'immeuble se trouvait éloigné. Et ça permettait effectivement un petit peu aux parties de choisir leur juridiction. Certaines juridictions étant plus encombrées que d'autres, c'est vrai qu'il était fréquent que même que les avocats choisissent
trouvent un siège social qui les intéresse et qui permettent de jouer de cette possibilité-là. Mais malheureusement, enfin, on a vu un courant, notamment par le tribunal judiciaire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, avant la publication de ce décret, qui rejetait les demandes d'expertise dès lors que l'immeuble n'était pas situé dans le ressort de la juridiction. Donc, il était fréquent que les demandeurs se fondent sur le siège social d'un assureur pour relever la compétence, pour soutenir la compétence du juge de Paris. Le juge des référés de Paris avait écarté dans la pratique cette pratique et rejeté fréquemment des demandes d'expertise qu'il estimait non fondées territorialement. Cette décision n'était basée à l'époque sur aucun texte. Mais aujourd'hui, nous avons donc ce décret-là qui nous dit que c'est désormais seul le tribunal du lieu de l'immeuble qui est compétente en matière immobilière, donc en matière d'expertise, de référé préventif ou d'expertise contentieuse. On ne pourra plus choisir notre juridiction. Seul le lieu de l'immeuble sera le tribunal compétent pour statuer sur les demandes sollicitées par les demandeurs en matière d'expertise judiciaire. Donc voilà, ce décret entre en pratique le 1er septembre 2015. D'ici là, on peut encore, entre guillemets, choisir notre juridiction, celle qui nous faciliterait, qui peut faciliter ou accélérer la procédure. À partir du 1er septembre 2015, les dispositions de ce décret sont applicables et seul le tribunal du lieu de l'immeuble sera compétent pour statuer territorialement sur les demandes d'expertise judiciaire. Voilà, j'en ai terminé de ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Cyril. Alors, oui, on a reçu quelques questions. Donc, la première, enfin, qui n'est pas, il n'y a pas spécialement d'ordre, mais la question concerne la réception tacite ou express d'ailleurs. La personne, non pas en cas d'abandon de chantier, mais de résiliation et de succession de deux entreprises. Entre deux entreprises, alors que l'immeuble est achevé aux 2/3 et non habitable. Comme je l'ai indiqué, la question de l'achèvement de l'habitabilité n'a pas à entrer en considération pour savoir s'il y a une réception tacite. Que l'immeuble, que le bien soit habitable ou non, la seule chose qui compte pour les juridictions, c'est de savoir si le maître d'ouvrage a fait état d'une volonté équivoque d'accepter ou non l'ouvrage, c'est-à-dire en payant la totalité des travaux, en prenant possession ou pas. Donc la question de l'habitabilité, que ce soit 1/3, 2/3, 3/3, qu'il y ait plusieurs entreprises qui se succèdent, peu importe. La question de la réception tacite, c'est la volonté non équivoque de l'ouvrage d'accepter ou non, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter ou non l'ouvrage. Voilà, c'est l'achèvement n'a aucune importance en matière de réception tacite. Voilà. En matière de réception judiciaire, c'est différent. La réception judiciaire qui est prévue par le Code civil, l'article 1792-6, la question de la réception judiciaire, la position est différente. En matière pour la réception judiciaire, la question de l'habitabilité, là, est essentielle. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une réception judiciaire, il faut que l'immeuble soit en état d'être habité. Voilà. C'est vraiment la nuance qui existe. Réception judiciaire, l'ouvrage doit être habitable. Réception tacite, peu importe la question de l'habitabilité. Ce qui compte, c'est la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter ou non l'ouvrage en l'état. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Autre question, les implications en termes de responsabilité d'assurance d'une réception partielle d'un grand ensemble immobilier. Alors, la réception partielle, c'est quelque chose effectivement qui a été accepté par la Cour de cassation, contrairement au principe énoncé par le Code civil selon lequel la réception doit être unique. Le principe de l'unicité de la réception. D'ailleurs, qui existe en marché public, il y a une réception unique par lot, par ouvrage. En revanche, la Cour de cassation a dit qu'il était possible de prononcer des réceptions partielles au sein d'une même opération. C'est-à-dire, si vous avez un bâtiment A, B, C, D, vous pouvez réceptionner le bâtiment A à une date différente des autres bâtiments et les garanties des assureurs commenceront à compter à partir de chaque réception. En revanche, ce
qui n'est pas possible, c'est la réception partielle au sein d'un même lot. Si vous avez un lot, je ne sais pas, plomberie, vous ne pouvez pas faire des réceptions partielles au sein d'un même lot. Voilà, donc ça, c'est une distinction. Possibilité de faire des réceptions partielles d'un ouvrage. Donc, différentes parties d'ouvrage peuvent être réceptionnées à des temps différents, mais un même lot ne peut pas faire l'objet de réception partielle. Voilà. Et Mais donc, du on coup, avait en évoqué ça, termes et bien de... évidemment, si je reste à disposition pour plus de précision, mais on avait évoqué ça lors de précédents webinaires, hein, puisque Oui, il y avait pas mal de décisions rendues en l'espèce, mais que je oui, c'est ça. retrouverai Et facilement, mais donc, voilà, réception en partielle termes possible. de... Oui, pardon. En termes de responsabilité, cette réception partielle Ah par bah, lot, oui, la réception en matière de responsabilité, c'est-à-dire qu'une fois que la réception est prononcée, qu'elle soit différente au sein du même ouvrage, un bâtiment A, B, C, la garantie décennale du constructeur commence à courir pour à des délais, à des dates différentes selon la réception des différents parties d'ouvrage. Voilà, donc réception légale qui a des points de départ différents. Voilà. Donc, différent. ce qui complique parfois les choses. Donc c'est vrai qu'il faut veiller lorsqu'on est demandeur à prendre la plus tardive des réceptions pour être sûr d'interrompre les délais de forclusion décennale. Merci beaucoup. Alors, il vous reste encore quelques minutes pour poser quelques questions si vous le souhaitez. Donc, le prochain webinaire aura lieu en novembre. Donc, il traitera de l'actualité des derniers mois en droit de la construction. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Eh bien, écoutez, on va Je vais clôturer peut-être le revenir sur pardon. je vais peut-être revenir sur la première décision, puisque je n'avais pas Ouais. cité la référence, donc je vais peut-être revenir tout au Ah, début, voilà, pour que si les participants sont intéressés par la question de la réception tacite, voilà, c'était une tacite. décision du 20 mars 2025, numéro 23 20 475. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les participants pour Pardon. leur participation et leurs questions. Je vous donne rendez-vous en novembre. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir et bonnes vacances. Et bonnes vacances, oui.